Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, la série La famille tout écran. D'abord, qui est là pour vous accompagner dans l'utilisation de vos ordinateurs, tablettes et smartphones. On y parle fake news, rumeurs, cyberharcèlement ou encore problèmes de sommeil. Et on va continuer à suivre les aventures de Myriam, Erwan et leurs 3 enfants dans leur quotidien hyper connecté dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. Quelle va être notre chronique aujourd'hui? Je vais vous parler de la plus belle exposition de mode de cet hiver. Ça se passe au Grand Palais à Paris et ça concerne les 2 stylistes Dolce et Gabbana. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour, notre question même. Qui n'a pas déjà ressenti cette boule au ventre avant de prendre la parole en public? Ces moments où les mots sont bloqués, la voix tremble et le cerveau s'emballe. Pourtant, savoir s'exprimer à l'oral est devenu une compétence essentielle, que ce soit à l'école, au travail ou même dans la vie de tous les jours. Alors justement, comment dépasser ses peurs, captiver un auditoire et devenir un orateur plus convaincant? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser à notre invité. Il est expert du sujet. Elotte Nouaille, bonjour. Bonjour Philippine, bonjour Jeanne. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes co-auteur de ce livre « Exceller à l'oral » dont on va parler dans un instant et que vous avez écrit avec Pierre Faury qu'on a reçu récemment en plateau. On en parle dans un instant, juste après le focus. Les règles clés, d'abord, pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. C'est au cœur de l'engagement du Clémy par le biais de sa série La famille tout écran, avec un nouvel épisode qu'on découvre tout de suite. Ouais. Maintenant, fais semblant de manger une branche. Mais personne va croire que je suis un panda d'Asie. Et ça, c'est du sapin, pas du bambou. J'ai déjà accepté de faire la grenouille, alors maintenant, c'est à toi de faire un effort. Allez. Et grogne. Plus fort. Tourne-toi. Voilà. Et remue les fesses bien. J'en peux plus, il fait 50 degrés là-dedans. Bon, ça marche pas. Allez, viens, on y retourne. Et pourquoi tu veux que je fasse ça? Parce que je veux pas avoir l'air ridicule devant mes collègues. Quand j'ai vu l'article qui disait que 2 pandas avaient été réintroduits aux autres Bousnack juste à côté, je leur en ai parlé. Mais ils sont morts il y a longtemps, ces pandas. Mort? Ah, sur le paradis des pandas. L'endroit où je vais finir, si ta mère m'oblige à porter ce costume trop longtemps. Oui, mais l'article le disait pas. Alors ils se sont moqués de moi. Moi, j'ai certifié qu'ils étaient bien vivants et que j'allais me prendre en photo avec. J'espère que t'as pas parié. 1 mois de vaisselle au bureau. Mais j'imagine que t'avais pas vérifié la date de cet article sur Internet avant de faire ce pari. L'article date d'il y a 10 ans. Non, mais il est hors de question que je perde ce pari. Alors tu remets le costume ou tu vas vraiment manger du bambou au prochain repas. Allez hop. Quand vous voulez fonder une argumentation à partir de documents ou d'articles trouvés sur Internet, pensez à bien vérifier vos sources, mais aussi leur date de parution. On peut rapidement partager une news pas si fraîche que cela si on ne se méfie pas. Bah t'as eu raison de le garder un peu plus longtemps. Je t'aime bien, mon petit panda poilu. Je l'ai prêté à l'animateur du camping. Prendre la parole en public, voilà un exercice qui peut être passionnant et tout autant que terrifiant. On entend souvent que c'est une affaire de talent naturel ou de charisme inné, mais selon notre invité, vous allez voir tout ça, eh bien ça s'apprend. Alors aujourd'hui, il vient nous donner des conseils concrets pour devenir de meilleurs orateurs, structurer ses idées, gérer son stress, capter l'attention aussi. Bref, apprendre à parler pour être vraiment écouté. Et c'est important, on en parle avec lui dans la première partie du talk. Notre invité est donc aujourd'hui Elotte Nouaille. Vous êtes donc le co-auteur de ce livre « Exceller à l'oral » que vous avez écrit aux éditions Marabout avec Pierre Faury. Pourquoi écrire un livre sur l'art oratoire dans une époque où tout passe par le numérique et les messages courts? Pourquoi vous pensez que la prise de parole reste aujourd'hui un atout fondamental et notamment pour les jeunes? Parce que c'est à eux que vous vous adressez principalement. Je crois parce que justement, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de réussir à s'exprimer les uns les autres et à entretenir une société du dialogue. Parce que on croit que tout est numérique, mais c'est parce que effectivement tout se numérise que l'importance du réel n'a jamais été aussi primordiale et que cette compétence, hélas, n'est pas enseignée dans les murs de l'école alors qu'elle devrait l'être. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Oui, tout à fait, puisque en fait la rhétorique disparaît au début du XXe siècle, alors qu'elle est une discipline particulièrement importante parce qu'elle est à la croisée de plein de facultés humaines, la créativité, l'esprit critique, le sens analytique, et que alors qu'on nous apprend à écrire,
À aucun moment, on nous apprend à poser les bons mots sur ses émotions, sur ses convictions. Or, beaucoup de nos communications sont orales. Et je crois qu'on apprendrait à débattre, à négocier et même quelquefois à gérer un conflit dans sa vie et dans son quotidien. Alors, quelle est votre propre relation à la parole, justement, à cet art oratoire, Elliot? Est-ce que vous avez toujours été à l'aise à l'oral ou est-ce que c'est un art que vous avez nourri, que vous avez dû apprendre quelque part et maîtriser au fil du temps? La parole, c'est un outil de positionnement social et je dirais que certains ont plus ou moins la chance qu'on leur donne ce droit à la parole. Et j'estime que dans le cadre du système scolaire, je fais partie des quelques privilégiés à qui on disait « toi, ce que tu dis, c'est pas si bête que ça ». Donc, je crois que c'est parce qu'effectivement, on m'a donné la parole que j'ai pu exercer et pratiquer. Et ce droit-là, il ne devrait pas être le privilège de quelques-uns, mais véritablement le droit de tous. Et je crois qu'il faudrait, le plus rapidement possible, permettre aux unes, aux uns, aux autres, de maîtriser cet outil-là qui est si important, qui est cet art de la parole. Alors, en attendant, Elliot, qu'effectivement cette révolution se fasse dans le système scolaire, la révolution, vous la faites avec votre livre, donc, Exceller à l'oral. Vous proposez 90 règles, justement, pour devenir un meilleur orateur. Si vous ne deviez n'en retenir qu'une, alors je sais, je vous demande quelque chose peut-être d'un peu compliqué, mais laquelle serait-elle? Pourquoi cette règle est la plus importante pour vous? Vous êtes aussi professeur de rhétorique, vous coachez des grands patrons du CAC 40 sur ce domaine-là. Qu'est-ce que vous leur dites en premier lieu? Il y a une notion, en fait, elle n'est pas de moi, elle est d'Aristote, et il dit c'est probablement la plus importante. Alors on peut le regretter, mais en tout cas il faut la considérer. C'est ce qu'on appelle l'éthos. Alors l'éthos, c'est un mot grec qui signifie caractère, c'est l'image que l'on renvoie. Vous, Philippine, quand on vous voit, vous dégagez une certaine aura. On pourrait la qualifier, cette aura-là. Et donc chacun individuellement, on a une certaine image que l'on projette. Et Aristote explique que cet éthos-là, il faut viser à minima 2 choses pour pouvoir réussir à être crédible aux yeux de son auditoire, aux oreilles de son auditoire. D'une part, c'est réussir à faire valoir une certaine expertise, donc montrer qu'on maîtrise son sujet, et d'autre part, être sympathique. Parce que la seule crédibilité par son expertise ne saurait suffire, il faut qu'on prenne plaisir à écouter la personne. Et donc, s'il y avait une règle peut-être à mettre en lumière, ce serait celle-ci, parce que malheureusement, le messager compte autant que le message. Vous abordez aussi dans ce livre la gestion du stress à l'oral. Stress qui est connu par de plus en plus de jeunes qui doivent maintenant faire face à une nouvelle épreuve, notamment en 3e, celle du grand oral. Oui, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Je trouve que c'est bien. En l'occurrence, d'avoir cherché à sacraliser une épreuve qui va pouvoir mettre en lumière les compétences oratoires. Mais, encore faut-il être en capacité d'accompagner les élèves dans leur apprentissage de la prise de parole. Et je crois que ça, c'est ce qui manque terriblement. Parce que vous le dites, le stress de la prise de parole, la peur dans les études, et souvent, la peur de la prise de parole est souvent mentionnée comme la 2e peur mondiale. Les gens préféreraient mourir que de prendre la parole. Et pour autant, quels sont aujourd'hui les dispositifs qui sont mis dans le système scolaire pour pouvoir pallier à cette peur? Hélas, je crois qu'ils sont insuffisants. Alors, comment justement faire face à ce stress? Comment préparer un discours, une prise de parole, un exposé efficace sans tomber dans le piège qui peut être un peu facile, effectivement, pour des jeunes notamment qui n'y sont pas préparés, de la récitation ou alors de la lecture un peu monotone? Vous avez raison, il ne faut absolument pas réciter. Prendre la parole, c'est pas être dans un club de lecture. La parole, elle est extrêmement vivante. Dans le cadre, par exemple, d'un exposé ou d'un grand oral, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a 3 choses qu'il faut concilier. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire être quand même conscient du sujet sur lequel on s'exprime et d'avoir des connaissances à restituer, parce qu'on attend effectivement de valider une certaine conscience du sujet sur lequel on s'exprime. La deuxième, c'est le plaisir. Alors, je sais que parfois, c'est une torture, mais il faut essayer de trouver une manière de prendre du plaisir dans sa parole, et alors, ce plaisir sera communicatif. Et la troisième chose, c'est l'adaptation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que en fonction du professeur auquel on fait face, il y a certaines attentes qui diffèrent. Et c'est ça qui est aussi magique avec une prise de parole lorsqu'elle est réussie, c'est parce qu'elle était dans l'instant présent. Et si on avait prévu de faire l'exposé de la même manière devant le prof de français que devant le prof de maths, c'est, je crois, qu'on passe à côté de ce qu'est justement cet art de la parole. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à son public,
C'est-à-dire qu'on ne parle pas évidemment de la même manière à des enfants de 5 ans qu'à des patrons du CAC 40. J'imagine que c'est ce que vous faites aussi. Mais ça non plus, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Trouver le bon discours, le bon ton, mettre un peu d'humour, mais en même temps être sérieux. Ne pas dissocier, je le comprends, le fond de la forme, qui est tout aussi important. C'est un art complexe. C'est un art et c'est pour ça qu'on a écrit avec Pierre Faury ce livre, Exceller à l'oral, qu'on a voulu à la fois être un livre complet et concret pour pouvoir s'exercer, puisque vous avez tout un tas d'exercices qui sont proposés, et en même temps de comprendre les clés sur les différents volets. Vous le dites très bien, Philippine, il y a le fond, il y a la forme, donc c'est comment est-ce que je vais l'interpréter dans la voix, dans mon corps, c'est aussi comment est-ce que je vais le structurer dans ma pensée, c'est aussi comment est-ce que je vais l'enjoliver par le recours aux figures de style, comment est-ce que je vais faire un écart de langage pour montrer que là, tout particulièrement sur cet argument-là, ça nécessite l'attention des gens qui m'écoutent. C'est quelque chose d'extrêmement pluriel, et en même temps, il faut réussir à cultiver une forme de parole singulière. Plus je vous écoute et plus j'ai lu votre livre ces derniers jours, plus je pense à une tribune qui a été publiée il y a quelques jours par Juliette Funès dans l'Express, qui critique les conférences TED. Vous savez, ces conférences venues des États-Unis avec un format systématique de 16 minutes maximum dans lesquelles des gens de tous horizons viennent partager une expertise ou une histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, quelle est la nature de la critique? Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que Juliette Funès... Le fait que justement, et c'est une très bonne question, merci, que ces conférences aient toujours la même structure, qu'il y ait toujours une dose d'humour, mais en même temps qu'elles suivent à chaque fois une même structure. D'accord. Qui est probablement la structure du récit. Je suppose que c'est à ça. Tout à fait. Oui, ok, elle fait référence. En fait, là-dessus, ce qui est certain, c'est que quand on analyse l'espace communicationnel, il faut voir les tendances qui se dégagent. La manière dont on avait de prendre la parole au 19e siècle n'est aucunement celle aujourd'hui de notre siècle. Et donc, effectivement, par exemple, le stand-up prend une part toute particulière aujourd'hui dans la manière dont on a d'animer une conférence, de prendre la parole en public. C'est le cas aussi du récit, du storytelling. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Certains, en l'occurrence analystes, expliquent que par exemple le fait de prendre la parole en faisant un récit, en faisant une narration, va permettre de capter l'attention 22 fois plus qu'une prise de parole avec des chiffres ou des statistiques. Donc, on peut le déplorer. En même temps, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre société, le fait qu'on ait autant besoin des histoires. Je crois que la culture du récit est aussi une belle culture. Alors après, ce qu'il faut se demander, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut recultiver une singularité oratoire. Vous savez, Philippine, moi, il y a une expression que j'aime bien, que j'emploie régulièrement, qui est celle de la signature oratoire. Parce que quand on parle d'éloquence, on envisage tout de suite la figure du tribun. Il faudrait être quelqu'un absolument avec une confiance en lui ou en elle démesurée. Mais il y a plein d'autres formes d'éloquence. Il y a celle du diplomate qui sait concilier des personnes qui peuvent être en conflit. Il y a celui du conteur ou de la conteuse qui raconte des histoires. C'est souvent d'ailleurs le tonton qui est dans les repas de famille. Il y a mille et une nuances d'éloquence. Il faut justement cultiver et réussir à trouver la sienne, sa singularité. Et je suis heureux de pouvoir le dire ici, qu'il ne faut pas absolument viser ces structures-là. Il y a plein d'outils qui sont mis à disposition et c'est ce qu'on a cherché à montrer aussi dans Exceller à l'oral. Effectivement, et quelque part, on peut tous trouver aussi sa différence et son outil, j'imagine, c'est ce que vous présentez aussi et ce qu'on voit très bien dans votre livre. Bon, tout ça est passionnant, j'ai pas envie de m'arrêter, mais il va falloir qu'on fasse un petit tour du côté de la planète tech, Elliot, donc on continue à en parler dans un instant et on regarde le meilleur d'Internet. Images et vidéos, donc, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Spend some time away, getting ready for the day you're born again.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これ、テーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくので、これフラットに、はい、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。
Excuse me, what the fuck? Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Elliott Noailles, le co-auteur du livre Exceller à l'oral qui sort demain. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition Sensation qui a lieu actuellement au Grand Palais à Paris et qui est dédiée au célèbre duo de stylistes Dolce et Gabbana. Absolument, du cœur à la main, c'est le titre de cette exposition qui est l'exposition phare de cette fin d'année, qui a lieu dans un Grand Palais qui vient de rouvrir certains de ses espaces après plus de 3 ans de travaux pour accueillir ce qui est une véritable lettre d'amour à la culture italienne, fait par le duo formé par le Milanais Stefano Gabbana et le Sicilien Domenico Dolce, à travers 10 tableaux, 10 salles au décor à couper le souffle qui nous font voyager à travers 40 années de création menées par cette maison fondée en 85, véritable festival de dorures, de pierreries, de couleurs, d'inspiration puisée dans la peinture, l'opéra, l'art sacré. En tout, on compte plus de 200 tenues, toutes plus travaillées et sublimes les unes que les autres et que l'on n'avait jamais vues en France jusqu'ici. Ça a l'air effectivement absolument exceptionnel. Pourquoi justement on ne les a jamais vues en France, Jeanne ? Eh bien parce que la maison italienne n'a jamais, en effet, en 40 ans, organisé de défilé chez nous en France. Le duo a principalement montré ses collections sur le territoire qui n'a jamais cessé de les inspirer, l'Italie, auquel leurs défilés historiques n'ont cessé de rendre des hommages plus phénoménaux les uns que les autres, que ce soit dans le temple d'Agrigente, ici, en Sicile, où des déesses contemporaines défilaient devant nos yeux ébahis, que ce soit sur la place Saint-Marc à Venise, où on arrivait par gondole avant d'assister à une chorégraphie géante haute en couleurs, ou encore à la Scala de Milan, où les vêtements de Dolce & Gabbana reprenaient les velours rouges et les ors du fameux lieu mythique milanais. Bref, on ne sait plus si les vêtements prolongent les architectures ou si c'est le contraire. En tout cas, peut-être pour se protéger de la reprise de leurs vêtements par la fast fashion, eh bien les stylistes ont jusque-là donc réservé leurs événements à un public d'extra privilégiés, à un public de clients de leur marque et de VIP jusqu'à aujourd'hui, et à ce que cette exposition eh bien recrée certains donc des décors des défilés qu'on a vus, le temple d'Agrigente en haut, on le voit, les décors de la Scala en bas, quand d'autres salles que je vous laisserai découvrir eh bien reprennent soit le Palais Farnèse, soit des décors de rue traditionnelle sicilienne. Alors ça, c'est des pièces uniques aussi, et le travail nécessité par chacune des pièces doit être absolument colossal, de ce que je vois des images. Absolument. Certaines pièces, notamment celles qui font écho à l'art byzantin et à la mosaïque, ont demandé non pas des heures, non pas des jours, mais des mois de travail, non pas pour une couturière, mais pour 7, dans le cas de certaines pièces qui ont nécessité 5 mois pour 7 personnes de travail pour un seul manteau. Le niveau de détail, les portraits individualisés, le travail du fil d'or font en effet eh bien, des chefs-d'œuvre uniques, de ces pièces des chefs-d'œuvre uniques. Le tout dans un écrin, on le voyait, réalisé par les mosaïstes d'Orsoni, qui ne sont autres que ceux qui ont restauré les mosaïques de la place Saint-Marc à Venise. C'est en effet une célébration de l'artisanat et du savoir-faire italien. Dans l'expo aussi, il y a certaines robes qui rendent hommage à la verrerie de Venise. On voit, si on monte le média, eh bien, des robes entièrement cousues de cristaux et de verrerie,
folie. Et donc, il y a une folie, en fait, souhaitée par les deux stylistes qui ne connaît pas de limites et qui, en fait, souhaite contraster avec une mode française qu'ils considéraient peut-être un peu trop sérieuse. Et eux ne s'interdisent absolument aucune excentricité, aucun lien aussi un peu rock'n'roll entre sacré et profane. En même temps, leurs vêtements sont de véritables hommages à l'art religieux et plus largement à l'art en général. Absolument. Et ils aiment notamment l'art baroque, justement pour ces rapprochements entre sacré et profane, mais ils aiment aussi toute l'histoire de l'art. Et leur univers, elle est truffée de références aux chefs-d'œuvre de la peinture, celle de la Renaissance, par exemple. On peut retrouver brodé au point de croix la Madame Sixtine, fameuse peinture réalisée en 1512. Mais les créateurs vont piocher aussi dans la peinture française. Par exemple, on peut voir une référence à l'œuvre de William Bouguereau, qui fait écho aux fresques de Pompéi sur d'autres vêtements. Et cet amour, pardonnez-moi, de la peinture, ce qui est formidable au Grand Palais, c'est qu'elle est prolongée par des artisans d'aujourd'hui à travers les décors. Pour la salle sicilienne notamment, les équipes du Grand Palais ont fait intervenir des artisans siciliens, Gianfranco Fiore, les frères Bevilacqua, qui ont peint pour le plus grand plaisir de nos yeux une salle entière de motifs et de couleurs traditionnelles de la Sicile, le tout autour d'un chariot de procession et de tenues dont les panaches font écho à ceux des chevaux qui tiraient justement ce chariot de procession lors de fêtes populaires. Bref, c'est un véritable rêve pour le regard que vous pouvez suivre au Grand Palais jusqu'au 31 mars. Et n'oubliez pas de réserver vos places parce qu'on peut se retrouver sinon devant un Grand Palais complet et du coup se faire refuser à l'entrée. Ce serait effectivement bien dommage. Oui, un peu pénible. C'est un peu cher, c'est 22 € l'entrée la semaine, 24 le week-end. D'accord, merci pour ce détail en tout cas, effectivement, et ça a l'air absolument magnifique. Voilà, on sait ce qu'on va faire, Elliot, les prochains week-ends à Paris pour s'occuper. Merci beaucoup en tout cas, Jade, pour cette chronique. Et on lance ensemble la deuxième partie du talk. On continue à parler art oratoire avec notre invité aujourd'hui, Elliot Nouaille. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de ce livre qui sort donc demain. Ça y est, il ne reste plus que quelques heures. Ça s'appelle Exceller à l'oral, publié chez Marabout avec Pierre Faury. Alors, quand on parle de l'art oratoire, du fait de parler en public, etc., de donner des conférences ou des exposés pour les plus jeunes d'entre nous, on peut se poser une question. Convaincre ou émouvoir? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Selon vous, quelle est la stratégie la plus efficace pour toucher le cœur du public? Les deux, mon capitaine. Oui, là vous faites ce qu'on appelle un faux dilemme. Aïe, aïe, aïe. C'est un sophisme, attention. Schopenhauer ne serait pas content. Hein. C'est pas fromage ou dessert, c'est pas émotion ou convaincre. Je crois que c'est les deux, mon capitaine. Il faut à la fois mettre une dose émotionnelle pour pouvoir justement réussir à capter l'attention, parce que c'est important de pouvoir véhiculer des sentiments, des affects, et en même temps il faut défendre un propos, une argumentation, un raisonnement. Donc c'est les deux, même si je suis totalement honnête, en réalité, à la fin, ce que on vient se souvenir d'une prise de parole, c'est généralement plus une impression, une émotion. Qui est procurée. Oui, qui est procurée davantage que une succession de mots, de phrases, d'une syntaxe parfaitement riche. Si on vous demandait de ressonger à une prise de parole qui vous a particulièrement marqué, probablement que vous allez mentionner l'émotion qui était associée davantage que le fond du propos. Alors justement, ça fait une transition toute trouvée et pas du tout prévue. Elliot, quel est le discours, la prise de parole qui vous a le plus marqué, vous? Quelle est la prise de parole qui m'a le plus marqué? Qui est peut-être d'ailleurs à l'origine de cette envie, ou en tout cas de ce que vous faites aujourd'hui, parce que... Je crois que mon père était un bon conteur d'histoires. C'est vrai. Oui, il savait raconter des blagues, et je crois que ça a contribué à ma volonté aussi de maîtriser un petit peu la prise de parole. Après, je veux dire que j'ai toujours été admiratif des discours politiques, de la capacité justement à défendre un propos, une conviction devant une assemblée, parfois avec pugnacité. Les débats aussi politiques, cette capacité à jouter verbalement, à défendre des visions et des conceptions de la société différentes, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Il n'y a pas une prise de parole en tant que telle, on va dire c'est une succession de prises de parole et de moments qui, moi, m'ont marqué. Et c'est ça qui est beau aussi dans la prise de parole, c'est de se dire qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir cette magie-là dans notre entourage, comme effectivement des personnalités publiques. Est-ce que c'est un talent inné ou est-ce que c'est une compétence qui s'acquiert avec du travail et du temps? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne part pas tous égaux
avec le rapport qu'on a à la parole. Bien sûr. Déjà du point de vue du genre, en tant qu'homme ou femme, malheureusement notre structure sociale va valoriser plutôt une certaine prise de parole masculine. Et d'ailleurs, ce qu'on voit en entreprise, généralement, c'est que les femmes à haute responsabilité vont devoir chercher à mimer un certain habitus masculin. Pareil, en fonction de l'origine sociale dans laquelle on est, ou même, par exemple, de son ethnie, si on est issu ou non de l'immigration, on n'a pas le même rapport à la parole. Et c'est ça qui est douloureux, d'ailleurs, avec la parole, c'est que la parole nous renvoie souvent à une certaine forme d'origine sociale, d'identité et de rapport à son intimité. Et c'est pour ça qu'il faut chercher justement à donner les clés pour pouvoir ouvrir les portes d'un espace de liberté supplémentaire, parce que lorsque j'arrive à maîtriser la parole, eh bien je suis plus en capacité de m'exprimer, de m'affirmer, d'exprimer mon histoire, d'exprimer mes idées, d'exprimer mes émotions. Et c'est en cela aussi que c'est une compétence à acquérir, celle qu'on appelle l'éloquence, parce qu'il faut savoir distinguer ce qui relève d'un savoir, la rhétorique, qui est une discipline, une compétence, qui est l'éloquence, qui est de réussir à magnifier sa pensée par la parole. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi, et ça m'a beaucoup intéressé, d'argumentation et de persuasion. Est-ce qu'il y a une frontière entre l'art de convaincre et la manipulation, Elliot? Alors, tout à l'heure, je mentionnais par exemple ce qu'on appelait les sophismes. C'est cette capacité à présenter certains raisonnements comme étant valides, alors qu'en réalité, ils sont fallacieux. Donc, tout à l'heure, par exemple, c'était le faux dilemme, faut-il privilégier, convaincre ou persuader? Là, ça peut être évidemment les deux, quelquefois ça peut être l'un, plutôt l'autre. Il y a comme ça tout un tas de stratagèmes, d'ailleurs, qui ont été révélés dans L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui sont des manipulations. Et puis ensuite, il faut distinguer ce qui relève d'un véritable argument. Bon, alors si on s'intéresse à ce qui est un argument, généralement, ce qu'on remarque, c'est qu'un argument, il concilie trois choses. La première chose que va chercher à avoir un argument, c'est son efficacité. Est-ce que oui ou non, il parvient à obtenir l'adhésion de la personne qui écoute? Bon, et bien là, il y a des arguments qui peuvent être manipulatoires, pas du tout sérieux, mais qui parviennent quand même à obtenir l'adhésion. La deuxième chose, ça va être sa validité. Est-ce qu'il est rigoureux? Est-ce qu'effectivement, il fait état d'une certaine vérité? Est-ce qu'il est factuel? Bon, donc il y a des arguments qui sont complètement factuels, mais qui ne parviennent pas à obtenir l'adhésion de l'auditoire, et inversement. Et enfin, la troisième chose, c'est la conviction qu'on met dans un argument, la sincérité. Est-ce qu'on paraît convaincu lorsqu'on prend la parole? C'est cette très belle phrase de Victor Hugo, un discours convaincant, un homme convaincant, c'est d'abord quelqu'un de convaincu. Magnifique, bah oui, je ne sais même plus quoi dire après ça. Bon, parce que c'est vrai que dans une époque où les fake news, la désinformation prolifèrent, on peut se demander le rôle que va jouer l'éloquence, en tout cas l'art de la persuasion, qui devienne éventuellement un outil pour tromper ou pour manipuler. Ça peut être un danger. Oui, et en même temps, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que quand vous travaillez la rhétorique, ça n'est pas qu'une manière de chercher à faire valoir son opinion, c'est aussi une capacité à décrypter le discours de l'autre. Et c'est en cela que la rhétorique est particulièrement intéressante, c'est qu'elle est autant un outil individuel qu'en réalité un instrument social. Il y a des études qui démontrent par exemple que dans son environnement professionnel, on passe la moitié de son temps à écouter. Et généralement, on écoute mal, parce que là on parle de l'art de parler, mais il y a aussi l'art de l'écoute dans un dialogue, dans une discussion. Il faudrait aussi apprendre ça, décrypter, faire preuve d'empathie, savoir à quel moment la personne, effectivement, dans son propos, cherche à nous influencer ou au contraire fait preuve d'une vraie sincérité. Bon, donc on le voit souvent sous l'angle manipulatoire, mais en réalité, c'est autant un glaive qu'un bouclier, cette rhétorique-là, et c'est en cela que c'est un art merveilleux. Vous parlez aussi d'esprit critique dans votre formation pour continuer à parler du sujet de la désinformation et des fake news. Pourquoi il est essentiel aujourd'hui d'enseigner à bien penser avant de bien parler ? Parce que on est dans une époque justement où on arrive très aisément à tronquer les informations, où on arrive à faire passer certaines idées que l'on sait nauséabondes, fausses, comme étant des vérités indépassables. Et cet esprit critique, qui est cette capacité à raisonner, je crois aujourd'hui nous fait défaut, d'autant plus que l'on s'en remet aujourd'hui beaucoup à l'intelligence artificielle. Et quand on regarde les études qui cherchent à mettre en lumière les compétences qui vont être le plus indispensables, la créativité, l'esprit critique, le sens analytique, par exemple d'après le Forum mondial économique, font partie des compétences comme étant jugées indispensables d'ici les 5 prochaines années. Il y a un vrai enjeu à se réarmer intellectuellement.
pour à la fois, en effet, être en capacité de déceler le vrai du faux, mais aussi de pouvoir faire vivre une démocratie. Parce que c'est aussi ce qui se joue. La rhétorique était indissociée de la démocratie dans l'Antiquité. Et je crois que c'est ce qui en fait quelque chose d'aussi important. Et c'est pourquoi on est si fiers de ce livre, Exceller à l'oral, parce qu'il contribue aussi à une certaine vision humaniste, politique, et je dois dire aussi philosophique, d'une société que l'on espère capable à la fois d'écoute et de s'exprimer avec éloquence et pertinence. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, et c'est aussi ce qu'on souhaite. Beaucoup de succès en tout cas à votre livre qui sort donc demain aux éditions Marabout, un livre écrit par vous, donc Elliot Noailles, avec la collaboration l'incroyable Pierre Faury. Pierre Faury, effectivement, incroyable, tout à fait. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et vous revenez quand vous voulez, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci à vous aussi, Jeanne, d'avoir été parmi nous pour cette formidable chronique comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Édouard Degnaud d'avoir produit tous les jours cette émission. Merci à vous. Et puis voilà, on se retrouve dès demain, 12h30, toujours sur School TV, toujours dans l'école du futur. Et d'ici là, passez une très très bonne journée.